Christophe Barbeau m'a demandé de traduire le document d'accompagnement de l'exposition de Ryan Gander, The Die is Cast, qui a eu lieu à la Villa-Arson entre le mois de juin et le mois d'octobre 2009. C'est un exercice assez intéressant parce que justement une grande partie de l'exposition de Ryan Gander était basée sur la traduction. Donc me voilà pris dans un nouvel exercice de traduction, la traduction d'un document d'accompagnement d'une exposition dans un récit oral presque 5 ans après les faits. Dans cette exposition, il y avait exactement 54 œuvres. Beaucoup ont été produites sur place à la Villa-Arson, à peu près un tiers si mes souvenirs sont bons. Et cette exposition était conçue non pas comme une rétrospective, mais en tout cas comme une belle exposition monographique sur un jeune artiste, puisqu'à l'époque, Ryan Gander avait à peu près 30 ans. Donc je commence par la pièce numéro 1. En fait, les pièces ont été classées par ordre alphabétique. Ça a été un grand débat pour nous de savoir comment, dans son document d'accompagnement, on pouvait classer les notices sur les œuvres exposées. Et après de multiples réflexions, on avait décidé de les classer par ordre alphabétique. Donc la première est une pièce sans titre, qui date de 2008, qui est en fait un diagramme, une partition musicale. Donc je l'appellerai partition musicale. Elle était constituée d'une sculpture de bâtons en chromé, en fait des carillons, qui était la traduction, sous la forme d'une espèce de mikado aléatoire, de la sonnerie de Nokia, qui a été à l'époque, quand la sonnerie a été inventée, je ne sais pas quelle année d'ailleurs, qui a été présentée comme la première mélodie diffusée largement par un téléphone portable, et surtout la première mélodie reconnaissable par le public. Et donc la pièce consistait à une grosse installation, une grosse sculpture tout simplement, au sol, comme un carillon éclaté en de multiples éléments. La pièce numéro 2 et la numéro 3, les pièces numéro 2 et numéro 3, étaient basées sur le même principe. C'était des pièces toutes petites, minuscules même, qui étaient des pendentifs porte-bonheur, qui représentaient 2 personnes. La première personne était celle d'un artiste fictif qui s'appelait Aston Ernest, et la seconde personne était un commissaire d'exposition que la Villa-Arson connaît bien, c'est François Piron, qui est critique d'art et commissaire d'exposition. Alors je ne me souviens plus exactement quelles étaient les intentions de ces 2 pièces, mais il me semble que pour Ryan Gander, c'était en fait le portrait pendentif porte-bonheur de 2 artistes idéaux, 2 artistes commissaires idéaux, un qui est totalement fictif, l'artiste, et l'autre qui existait bien, et qui est François Piron. Et c'est très intéressant d'ailleurs que ce choix soit François Piron, parce que c'est François Piron qui m'a fait découvrir réellement le travail de Ryan Gander en 2006. Je le connaissais un petit peu, mais c'est lui en tout cas qui me l'a fait réellement découvrir, et en tout cas qui l'a amené à la Villa-Arson dans une première exposition collective. J'enchaîne avec les pièces 4, 5, 6 et 7, qui sont là aussi basées sur le même principe. Ce sont des alchemy box, des boîtes alchimiques, pour traduire ça en français, qui sont basées toutes sur le même principe. Ce sont des boîtes totalement fermées sur elles-mêmes, opaques, qui, à l'intérieur, collectent, enferment des documents de travail, des collections, si mes souvenirs sont bons, Ryan Gander appelait ça des collections, d'objets et de documents de Ryan Gander. La première était sur le principe, la collection était sur des objets ou des documents sur la thématique de l'abandon, du rejet ou de l'insaisissable. La deuxième était
associée une fois de plus au thème de la traduction. La troisième était une collection d'objets et de documents liés à l'erreur et à la faillite. Et la dernière, enfin, c'était un bloc en béton, d'ailleurs, c'était assez intéressant, à tous les documents liés à une logique administrative et autoritaire, je dirais. Voilà. La pièce numéro 8 était une espèce d'insigne en argent massif, qui était un insigne hybride entre Peugeot et Ferrari. Pour être très franc, je ne me souviens pas du tout de l'objet, je ne me souviens plus du tout à quoi il ressemblait, mais ce qui m'avait intéressé, c'était ce mélange entre une marque Ferrari, évidemment de luxe, et Peugeot, qui représente en tout cas à mes yeux le logo et une enseigne d'un véhicule automobile totalement populaire et justement anti-luxe et anti-bling-bling. La pièce numéro 9 était en fait un portrait d'une étudiante, Juliette Dumas, qui faisait des mimiques et qui a doté, je me souviens, enfin j'ai un vague souvenir de l'image, je ne me souviens pas en tout cas du visage de cette étudiante qui avait travaillé avec Ryan Gander pour la préparation de l'exposition. Je ne me souviens pas réellement de son visage, je me souviens qu'elle faisait des mimiques, elle avait une expression très particulière qui reprenait en fait un discours d'Aristote sur la question de justement de l'attitude du visage, l'attitude du geste du visage. Mais je me souviens plus du tout de la portée et du sens exact de ce geste. La pièce numéro 10, par contre je m'en souviens très bien, elle s'appelait L'Art pour l'œil, elle date de 2009. C'était une toute petite sculpture de quelques centimètres, vraiment, qui était là aussi minuscule, et qui était en fait un prototype, pour une sculpture de commande publique, dont l'objet ne serait pas la sculpture en tant que telle, mais en fait un gravat, qui serait en fait une sculpture détruite, et dont on ne verrait que dans l'espace public que le gravat, que sa propre destruction. Et si mes souvenirs sont bons, cette sculpture s'appelait le Prince Heureux, et était en fait issue d'un personnage de fiction, d'un livre éponyme d'Oscar Wilde. Je ne me souviens plus du tout de la pièce numéro 11, qui était en fait une association d'un ensemble de photos, mais je me souviens quand même de deux choses. Je ne me souviens pas à quoi elle ressemblait physiquement, mais je me souviens de deux choses. C'est qu'elle appartenait à une série qui s'appelle les Associative Photographes. Celle-ci c'était le numéro 3, qui est en fait un ensemble de documents que Ryan Gander, une fois de plus, collectionnait, assemblés ensemble sur des panneaux, et puis, une fois qu'ils étaient assemblés, découpés au laser l'ensemble des documents et des photographies, et les décadrer et les poser au sol. Et il en a fait 3 comme ça dans l'exposition, qui correspondaient en fait aux pièces 11, 12 et 13. Je ne me souviens plus exactement des thématiques que ces pièces développaient individuellement, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est que ces pièces étaient issues d'un processus de travail enclenché dès le début de sa carrière par Ryan Gander, qui s'appelle les Loose Associations, qui sont donc des associations libres qui développaient notamment en conférence face au public, où il développait comme ça, à partir d'un sujet de départ, plusieurs thématiques, plusieurs images, plusieurs documents, dans un processus de libre association, comme son nom l'indique. La pièce numéro 13, pour moi, est une des plus marquantes de l'exposition. En tout cas, une pièce qui était fondamentale dans le parcours et dans la scénographie et dans la compréhension et la médiation de l'exposition, qui s'appelait, le titre est très très long, Basquiat, où je ne peux pas danser là-dessus un jour, mais pas maintenant,
un jour je pourrai et on n'en reparlera plus, mais vous ne le saurez pas et on n'en reparlera plus. En fait, c'était une vidéo où on voyait un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Niru Ratman, qui faisait du vélo dans un parc public. Il me semble que c'était Hyde Park à Londres, j'en suis pas sûr. Et qui reprenait, en fait, c'était la reprise d'une scène d'un film de Julian Schnabel sur Basquiat, le fameux peintre, un film de 96. Et pour moi, cette pièce était fondamentale dans la compréhension et la perception de l'exposition, parce que c'était une sorte de mise en abîme du travail même de Ryan Gander, qui est l'auteur, en fait, de ce discours tenu par ce jeune homme en vélo. Est-ce que c'était Ryan Gander qui signait la pièce? Est-ce que c'était Niru Ratman, donc ce jeune homme en vélo? Est-ce que c'était Julian Schnabel qui était l'auteur du film? Ou est-ce que c'était Basquiat, des propos de Basquiat? Voilà, on avait donc 4 personnages en un dans un seul film. Et cette mise en abîme, effectivement, de la signature, du texte et du discours était pour moi très significative de son exposition. La pièce numéro 14, qui s'appelait Bauhaus revisité, pour être très franc, je ne me souviens plus du tout, ni de sa forme, ni de rien du tout, donc je ne peux pas en parler. La pièce numéro 15 s'appelait « J'ai dû écrire votre notice nécrologique avant et après ». Elle aussi est très significative du travail et de la pensée de Ryan Gander. Donc c'était 2 textes nécrologiques qui étaient associés au mur, l'un contre l'autre, si mes souvenirs sont bons. Et c'était 2 textes écrits par différentes personnes. La première personne, c'est Bed Williams, qui a écrit une nécrologie sur Ryan Gander. Et l'autre texte était une nécrologie écrite par Ryan Gander sur son camarade artiste, Bed Williams. La pièce numéro 16, là aussi, est une pièce importante pour moi dans l'exposition. C'était un immense tableau de liège qui faisait, je ne me souviens plus exactement, mais 3 mètres de largeur sur peut-être 4 de hauteur ou 3 de hauteur. Et en fait, c'est plusieurs plaques de liège qui épousaient la forme d'un grand mur du centre d'art, sur lequel il y avait des traces, des mémoires, de documents qui avaient été apposés sur ce menhir pendant des mois et qui avaient disparu et resté l'ombre de ces traces ces documents. Et j'aime beaucoup cette pièce parce qu'en fait c'est la première pièce qu'on a exposée de Ryan Gander en 2006 dans une expo collective qui s'appelait Intouchable idéal transparence, dont le commissaire était François Piron et qui m'avait beaucoup marqué parce que j'avais trouvé d'abord, ça m'avait permis de rencontrer réellement, concrètement, physiquement Ryan Gander en 2006, mais aussi de découvrir un peu plus le travail de Ryan Gander à travers cette archive complètement fantomatique de documents qui en fait portaient sur une enquête que Ryan Gander avait menée à l'époque sur le fameux mythe du cancer du béton. Et donc c'est grâce à cette pièce que moi-même et surtout La Vie d'un son a établi ce contact qui a duré des années et des années et qui continue toujours avec Ryan Gander. La pièce numéro 17 s'appelait Cosmologie comique, et pour être très franc, je ne m'en souviens plus du tout. Là aussi, ni dans son contenu, ni dans sa forme, donc je ne pourrais pas en parler. Idem pour la pièce numéro 18 qui s'appelait Illusion cyclopéenne, qui a été réalisé avec un étudiant de La Vie d'Arson qui s'appelle Rémi Vosch, mais là aussi je ne m'en souviens plus du tout. Idem pour la pièce numéro 19, c'est La Loi des séries, qui était a priori une photo, mais dont je n'ai pas le souvenir pour être précis. Idem pour la pièce numéro 20, la série continue, qui s'appelait Assez pour recommencer à zéro, mais c'est moi dans ce cas qui suis à zéro, parce que je ne m'en souviens pas du tout. Et idem pour la pièce numéro 21, j'ai un peu honte, mais bon, ça fait quand même 5 ans que
que tout ça s'est passé, qui s'appelait Errata, rejeté à l'horizon, dont je me souviens plus du tout et j'ai pas envie d'inventer n'importe quoi sur ce souvenir perdu. Par contre, je me souviens très bien de la pièce numéro 22, qui était une toute petite photo, si mes souvenirs sont bons, de sa famille, donc de ses parents et de son grand frère, avant la naissance de Ryan Gander. Cette pièce était très touchante. Voilà, on voyait toute sa famille, beaucoup plus jeune évidemment, sans lui, comme une espèce d'absence. J'avais trouvé ça très touchant à l'époque. Elle était exposée, je me souviens, au début du parcours dans le centre d'art. Et elle nous avait tellement tous touchés que c'était devenu, c'est pour ça que je m'en souviens bien, l'image pour la communication et surtout pour le carton d'invitation de l'exposition. La pièce numéro 23 était très différente, très spectaculaire celle-ci. C'était un immense, enfin c'est une photographie qui était développée sur un immense poster, je ne me souviens plus exactement des dimensions, je crois que c'était 4 mètres sur 3. Et c'était donc une image imprimée de l'atelier de Ryan Gander où on voyait donc toute son équipe travailler ensemble et notamment un de ses collaborateurs, un jeune homme qui tenait une feuille dans ses mains et en fait la feuille au moment où il essaie de la tenir disparaît, tombe par terre et là il y avait Ryan Gander qui était en face, qu'on ne voit pas dans le champ de vision, qui a pile à ce moment-là a fait une photographie et a sacralisé ce moment. La pièce numéro 24, 50 ans plus tard, je ne m'en souviens pas du tout. Là aussi, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemblait. La pièce numéro 25 qui s'appelait The First Grand National. Ça, par contre, je m'en souviens très très bien. C'était une œuvre marquante, pour moi en tout cas. C'était dans une salle qui était toute noire. Il y avait un écran de télévision, si mes souvenirs sont bons, qui était petit écran allumé et qui était non pas face aux visiteurs, mais collé contre le mur à 2 ou 3 ou peut-être 1 ou 2 cm du mur. Et on voyait donc un faisceau lumineux, en fait des faisceaux lumineux apparaître comme ça entre l'écran, entre le moniteur et le mur. C'était assez beau dans le noir. Et puis il y avait une bande son en fait d'une dame qui, si mes souvenirs sont bons, était la grande tante de l'artiste, donc de Ryan Gander, et qui racontait des souvenirs uniquement par réminiscence. Alors je ne suis pas très bon en anglais, mais je me suis beaucoup attaché à essayer de comprendre cette pièce, à l'interpréter de longs moments. J'ai pas tout compris parce que mon niveau d'anglais n'est pas assez suffisant, mais ce qui était très beau en tout cas, c'est que cette dame parlait vraiment par réminiscence et par souvenir très flou. Et on aurait dit presque un fantôme qui parlait de souvenirs fantômes. Surtout dans cette mise en scène dans le noir, avec cette lumière à peine apparente, ce son assez envoûtant. Donc c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué, celle-ci, parce qu'elle était entre le fond et la forme totalement cohérente, et surtout, comme je disais, très envoûtante. On passe à la pièce numéro 26, qui s'appelait La première visite d'atelier. Elle aussi, qui a été réalisée avec un étudiant de la Villarson qui s'appelle Laurent Isnard. Et là aussi, je ne m'en souviens pas du tout. J'ai un peu honte parce qu'en fait, je ne me souviens pas du tout des pièces réalisées avec les étudiants. C'est pas très bien de ma part parce que j'aurais dû plutôt me préoccuper de celle-ci, mais j'avoue, je ne m'en souviens pas très bien. La pièce numéro 27, qui s'appelait Bâche de galerie, là je m'en souviens très très bien parce qu'elle était le fruit de longues discussions avec Ryan, qui me l'avait proposé et je ne la comprenais pas du tout en fait quand Ryan me l'avait proposé avant l'exposition et je l'ai compris un peu plus tard. Donc le principe de cette pièce, c'était une bâche horizontale, orange, qui était installée donc de manière totalement horizontale à une hauteur qui devait être à peu près 1 mètre du sol et qui occupait totalement l'espace dans lequel elle était exposée et qui le saturait et qui faisait qu'on ne pouvait pas rentrer dans cette salle. Et
J'avoue que j'avais du mal avec cette pièce quand Ryan me l'a proposée, mais Ryan a insisté, donc j'ai été d'accord pour la montrer. Et j'ai compris en fait au moment du montage le pourquoi de cette pièce et pourquoi, en tout cas, Ryan insistait tant pour qu'elle soit exposée. En fait, c'était une pièce qui était dans la perspective de l'entrée de l'exposition, qu'on avait du mal à comprendre, mais qui créait une ligne dans l'horizon quand on rentrait dans les salles du centre d'art. Et en fait, cette ligne d'horizon était le niveau de regard de Ryan Gander, qui est un jeune homme handicapé qui roule sur un fauteuil roulant. Et donc, il a voulu signifier auprès des futurs visiteurs le niveau de son propre regard sur l'exposition et notamment sur les œuvres. Et d'ailleurs, je me suis aperçu, grâce à cette compréhension, la compréhension de cette œuvre, que beaucoup d'œuvres dans l'exposition étaient exposées à un niveau assez bas, en tout cas plus bas que le mien, et qui était en fait tout simplement le niveau de regard de Ryan Gander. Et une fois de plus, c'était très pertinent évidemment de sa part, mais aussi très émouvant de comprendre et de rentrer dans ce jeu en fait. Je passe à la pièce numéro 28, dont je ne me souviens pas très bien pour être très franc, qui était en fait une vidéo, ou peut-être des espèces de slideshow, enfin des images d'une conférence qui a eu lieu en 2006, je crois que c'était à la Tête Moderne, j'en suis pas sûr là aussi, avec plusieurs intervenants, dont Hans-Ulrich Obrist, le fameux commissaire d'exposition, et l'architecte star Rem Koolhaas. Alors je ne me souviens plus exactement pourquoi Ryan Gander a montré cette pièce et son contenu exact et son intérêt, l'intérêt que Ryan portait à cette œuvre. Mais en tout cas, moi, le souvenir que j'en ai, c'est que ce qui est intéressant, ce que j'avais remarqué, c'est le dialogue fait quasiment sur l'incompréhension entre Hans-Ulrich Obrist et Rem Koolhaas. C'était presque burlesque. Je me souviens que Obrist posait sans cesse des questions répétitives à Rem Koolhaas, et que Rem Koolhaas, de manière très polie en même temps, avait l'air complètement désarçonné par les questions qu'il ne semblait pas toutes comprendre. Et à un moment donné, je me souviens qu'il avait un regard perdu vers la caméra, de manière totalement désemparée. Et j'étais très sensible à cette pièce parce que j'ai un peu vécu la même expérience un jour dans une rencontre à Paris où Hans-Ulrich Obrist me posait des questions, et un artiste qui s'appelle Nicolas Moulin, et je me souviens que Nicolas Moulin et moi étions également très désemparés par les questions répétitives de Hans-Ulrich Obrist. On passe à la pièce numéro 29, qui s'appelle Hasard. Alors là, c'est intéressant, je reviens sur la question du hasard, toujours dans un exercice de médiation. Je reviens sur le titre de l'exposition qui s'appelait The Die is Cast. Si on traduit en français, les dés sont jetés, qui évidemment rappelle un processus de jeu, évidemment, mais surtout de hasard. Voilà. Donc cette pièce 29 s'appelait Le hasard, et en fait, si mes souvenirs sont bons, c'était un livre, alors je me souviens plus très bien le format du livre, ni sa couverture, ni sa couleur, mais c'était un livre soi-disant écrit par Ryan Gander, mais sans aucune écriture, sauf celle des instructions laissées par l'éditeur du livre, qui est en fait un éditeur libre, et ça faisait partie de cette série de livres dans les années 70 qu'on appelait les livres dont vous êtes les héros, dont certains éditeurs diffusaient pour que des auteurs non connus écrivent leur propre histoire, leur journal, le journal de leur vie, en espérant en faire un livre. Et Ryan Gander avait écrit aucune histoire, mais laissé uniquement les instructions des éditeurs. La pièce numéro 30, dont je ne vais pas dire le titre parce qu'il est extrêmement long, mais je me souviens très bien de la forme. C'était un ensemble de petits dessins minuscules, des étoiles, des petits signes comme ça au mur,
de toutes les couleurs, enfin couleurs un peu arc-en-ciel exactement. Et en fait, c'était les signes exprimés, non, non verbaux, par Tintin qui prend une sculpture sur la tête dans une des aventures de Tintin et de Milou. Et en l'occurrence, cette aventure, c'est le dernier Tintin qui s'appelle le Tintin et l'Alpha Art de 1978. Et je trouvais ça assez ludique de montrer les signes de la douleur, notamment suite à un choc avec une sculpture. La pièce numéro 31, comment j'ai appris à ressentir, je m'en souviens pas du tout, elle date de 2009, ça je l'ai sous les yeux, mais donc je suis incapable d'en parler. La pièce de 32, je m'en souviens très très bien, c'est une minuscule sculpture, non pas minuscule, elle devait faire 20-30 cm de hauteur. C'était en fait une reproduction, une figurine en bronze, une jeune ballerine ressemblant à un modèle de Degas, sauf que cette ballerine, très élégante évidemment comme chez Degas, très, très sexy, très belle, avait une posture complètement avachie et fumait une cigarette en même temps, donc tenait une clope au bout du bec. Et c'est une pièce très académique, c'est certainement la pièce la plus académique de l'exposition. Mais voilà, elle m'avait beaucoup plu parce que d'abord, Degas a été pour moi un des premiers artistes à me faire intéresser à l'art. Et puis deuxièmement, j'avais beaucoup apprécié cet oxymore entre l'élégance de Degas, de cette ballerine, et cette posture avec la cigarette. La pièce numéro 33 qui s'appelait le Klingon fronce le sourcil et répond simplement, je ne m'en souviens pas du tout. Idem pour la pièce 34 qui s'appelait Lamentation latente. Idem pour la pièce 35. Idem pour la pièce 36. Donc là aussi, j'ai un nouveau trou dans le parcours de l'exposition et dans sa médiation. Par contre, on passe à la pièce 37 qui s'appelait Missing Barbecue, Barbecue disparu. Et en fait, c'est une pièce difficile à expliquer parce qu'elle était pas simple. Elle était un peu confuse peut-être. Je crois que le public n'a pas vraiment compris nous-mêmes peut-être cette pièce. C'était un panneau en fait d'information tel qu'on en voit dans la plupart des écoles d'art des universités, avec une vitre et un cadre, et dans lequel, entre la vitre et le cadre, l'administration des universités et des écoles appose des documents d'information sur la vie et la communauté dans l'établissement. Et là, Ryan Gander avait mis des documents propres à la vie de la Villarson, liés à des plans d'architecture dans notre bâtiment. Mais je ne me souviens plus exactement, je crois que je n'ai jamais compris en fait quel était ce bâtiment réellement. Mais ce dont je me souviens, c'est que le titre de cette pièce s'appelait Missing Barbecue. Et en fait, c'est une anecdote, c'est que Ryan Gander avait acheté un barbecue quand il avait attaqué sa résidence avant l'exposition. Et je crois que par 2 ou 3 fois, on lui avait volé ce barbecue. Et donc, il passait des annonces, parce qu'il mettait ce barbecue sur la terrasse de son appartement, et forcément, des étudiants ou d'autres personnes venaient emprunter le barbecue de Ryan Gander pour d'autres usages. Et donc, Ryan Gander a eu l'idée de passer des annonces dans l'école pour récupérer son barbecue. Et finalement, à chaque fois, il a récupéré son barbecue. Et je crois que c'est cette anecdote et ce petit fait divers interne à la Villarson qui lui a donné l'idée de faire cette pièce sur ce panneau d'information qui s'appelait donc Missing Barbecue. La pièce numéro 38, je m'en souviens très très bien. Quant à elle, c'était un grand wall draw, donc un grand dessin mural. Je ne me souviens plus des dimensions, mais il devait faire au moins 3 mètres de hauteur là aussi. Qui était en fait... qui s'appelait « Comment lire les pensées de l'autre au travers de ses gestes ». Et donc c'était un espèce d'homme, on voyait un espèce d'homme représenté en train, comme le penseur de Rodin, un peu soucieux, la tête dans ses bras, en train de réfléchir.
Et en fait, cette image était issue d'un livre éponyme, donc Comment lire les pensées de l'autre au travers de ses gestes, écrit par un scientifique qui s'appelle Alan Pace en 1981, et qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, puisque on essayait, ce livre et tentait d'expliquer comment on peut interpréter, traduire une fois de plus la pensée de l'autre à travers ses gestes. Et en fait, je m'en souviens très bien de cette pièce parce que j'étais étudiant moi-même dans les années 80, à la fin des années 80 exactement. Et je me souviens que la grande mode à l'époque, dans ces années 80, c'était l'analyse. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait l'analyse transactionnelle, je crois. Oui, l'analyse transactionnelle, exactement. Qui était fondée sur l'attitude des gestes et des attitudes des gens pour essayer de mieux les comprendre. C'était une grande mode sociologique, politique même, puisque je me souviens que tous les hommes politiques s'étaient mis à ce type de perception de l'autre. La pièce numéro 39, qui s'appelait Hublot donnant sur Culturefield, était, là aussi je m'en souviens très très bien, c'était une espèce d'échelle qui était très peu visible, qui était accrochée, installée en hauteur dans une espèce d'alcôve là, du centre d'art, et qui était en fait comme une fuite, comme une porte de sortie vers l'extérieur, mais par le haut du centre d'art. Et je trouvais cette pièce assez belle et assez politique. La pièce numéro 40 était tout simplement un portrait d'un ami, une toute petite photo, si mes souvenirs sont bons, un portrait d'un ami artiste de Ryan Gander qui s'appelle Mark Leckley. Et j'ai jamais su pourquoi Ryan Gander avait mis cette photo dans l'exposition sans qualité particulière, mais j'ai cru deviner quand même au fil des discussions avec Ryan Gander que ce fameux Mark Leckley était un beau gosse, un type voilà, avec une belle dégaine, comme on dit, une bonne tête. Et il me semble que Ryan Gander avait beaucoup d'admiration ou de respect pour cet ami artiste, et comme une espèce de portrait, là aussi, une fois de plus, idéal de l'artiste. Les pièces 41 et 42 et 43, je ne m'en souviens pas du tout. Trou noir. Donc, je n'aurais pas grand-chose à dire dessus. La pièce 44, je m'en souviens très 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 bien. C'était une liste qui était au mur. Et en fait, c'est la première liste que Ryan Gander m'a envoyée exactement en janvier 2009, c'est-à-dire 5-6 mois avant l'exposition. La première liste des œuvres. Il était à l'époque en résidence à Paris, à la Chapelle des Récollets. Donc ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait ensemble, évidemment, sur le projet d'exposition. On s'était vu à Paris. Et voilà, et après plusieurs discussions, on avait établi un protocole. Et le protocole, c'était... Ryan devait m'envoyer des listes d'œuvres, et je devais lui répondre entre celles que je tenais absolument à voir dans l'exposition, à celles que j'y tenais moyennement, je n'avais pas d'avis particulier, et puis une troisième liste d'œuvres que je trouvais sans intérêt ou que je ne comprenais pas, et donc du coup que forcément je n'avais pas envie de voir dans l'exposition. Et on a travaillé comme ça donc plusieurs mois, et donc cette pièce numéro 44 était la première de cette liste. La pièce 45, je ne m'en souviens pas du tout, donc je ne peux pas en parler. La pièce 46, je m'en souviens très très bien, c'était un ensemble de boules de cristal qui étaient disposées sur le sol de ce qu'on appelle la Galerie des Cyprès, en bas du centre d'art. Et il y avait, je sais pas, une bonne cinquantaine de ces boules, peut-être moins, je sais pas, 40-50. Et dans ces boules de cristal, donc totalement transparentes, il y avait une petite feuille de papier. Et cette feuille de papier avait exactement la même forme que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui tombait des mains de l'assistant de Ryan Gander. Donc Ryan Gander, en photographiant
son assistant, son collaborateur, en train de faire tomber par hasard cette feuille de papier, a gardé cette forme et l'a utilisée dans une sculpture, en fait, dans une installation de sculpture, dans ces boules de cristal. La pièce 47, qui s'appelait Sick, une fois de plus, je ne m'en souviens pas. Idem pour la pièce 48, qui s'appelait Substance, je ne m'en souviens pas. C'est pas que je m'en souviens pas, c'est-à-dire j'ai trop peu de souvenirs, en fait, pour réellement en parler, et je préfère ne rien en dire plutôt que de dire n'importe quoi. Idem pour la pièce 50. Idem pour la pièce 51. Idem pour la pièce 52. J'essaie de rechercher au travers de ma mémoire, mais une fois de plus, je préfère ne pas en parler. Idem pour la pièce 53. Et idem pour la pièce 54. C'était... je me souviens que la pièce 54 était une pochette d'un disque du groupe de pop music qui s'appelait The Fall. Et je me souviens que Ryan Gander avait évidé une fois de plus certaines informations de cette pochette, mais je ne me souviens plus pourquoi il l'a fait précisément. Ça participe une fois de plus à ces processus de disparition, de traduction et d'interprétation de signes contemporains menés par Ryan Gander. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'exposition. Je suis désolé, je crois que la moitié des œuvres sont passées à la trappe, mais voilà. J'ai en tout cas travaillé avec ma propre mémoire 5 ans après cette exposition.